Le cercle RH, notre débat sur les enjeux de l'absentéisme. Je dis bien les enjeux. On s'intéressera aux causes profondes de l'absentéisme, puis on s'intéressera aussi à cet absentéisme, arrêt de travail, pour le dire de manière un peu légale, qui a progressé, explosé. Des arrêts plus courts, mais aussi des arrêts plus longs, avec des enjeux autour de la santé mentale notamment. On en parle avec mes invités. Ils ont travaillé ce sujet, ce sont des experts de ce sujet. Jérôme Liotier, ravi de vous accueillir. Vous êtes directeur des risques professionnels chez Hemming et vous êtes venu nous apporter une étude passionnante, ce baromètre de l'absentéisme, et vous l'avez associé à l'engagement. Absentéisme et engagement versus engagement. Merci d'être là. Hemming, cabinet d'accompagnement RH. Du conseil, de l'optimisation pour nos clients, pour les aider à améliorer leur performance. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Laurent Capelletti, ravi de vous accueillir. Spécialiste de ce sujet de l'absentéisme, vous êtes chercheur au CNAM, Caisse Conservatoire national des arts et métiers. En tout cas, merci d'être là. On parlera des chiffres, parce que moi j'annonçais 11 milliards. Et quand j'ai préparé l'émission, j'ai vu que c'était bien plus. En tout cas, vous portez un chiffre qui est supérieur à 100 milliards. On fera le point avec vous. Et Caroline de Senneville est avec nous. Bonjour Caroline. Bonjour Arnaud. Ravi de vous accueillir, journaliste, décideur RH. Commençons par vous, pour peut-être avoir une photographie à la fois en chiffres et ce que représente réellement l'absentéisme en France à travers vos travaux et un certain nombre d'études, dont celle d'Hemming d'ailleurs. Oui, toutes les études le montrent, l'absentéisme ne cesse de progresser ces dernières années. Il a bondi de 41% en 5 ans chez les salariés du privé, selon les chiffres notamment d'AXA France, et avec un taux de 4,5%. L'absentéisme fait aujourd'hui jeu égal avec celui de 2022, qui était quand même une année marquée par le Covid. Et vous l'avez évoqué en introduction, selon les travaux disponibles, dont les vôtres, Laurent Capelletti, ça coûterait au moins 108 milliards d'euros par an, soit environ 3% du PIB. Rapporté à l'échelle individuelle, la facture s'élèverait à environ 4 000 euros par salarié et par an. Laurent Capelletti, rentrons dans le vif du sujet, parce que j'évoquais, et je l'ai mis d'ailleurs en titre, 11 milliards. Ça, vous me dites en préparant l'émission, attendez, Arnaud, ça c'est les coûts visibles. Vous parlez d'une enveloppe globale. Qu'est-ce que vous intégrez dans ce chiffre extravagant de plus de 100 milliards d'euros? Donc vous avez ce qu'on appelle les coûts visibles, c'est-à-dire qui sont enregistrés en fait dans les comptabilités, donc les indemnités, on va dire sécurité sociale. Et puis vous avez tout ce qui n'est pas enregistré dans les comptabilités, on appelle ça des coûts cachés. Et quand quelqu'un n'est pas là, que se passe-t-il? Eh bien, soit il n'est pas remplacé, c'est de la non-production, soit en fait il est remplacé par un présent, mais qui du coup ne fait pas son travail à la place. Ça, c'est du surtemps. C'est une non-production qu'on ne fait pas par ailleurs. Et en plus, il y a des effets en cascade. Quand les absents le sont très très souvent, après ça déstabilise en fait une équipe. Quand vous avez des absents qui ont des relations personnalisées avec des clients, et au bout d'un moment, les clients, qu'est-ce qu'on en fait, etc., etc., etc. Il y a un moment aussi où en fait on recrute pour remplacer les absents, mais donc généralement sur coût. Alors sur salaire, sur coût, mais surtout les nouveaux recrutés vont mettre une semaine, 15 jours, un mois sur des postes complexes, plusieurs mois à atteindre le même niveau de productivité. On appelle ça les coûts cachés. Et quand on chiffre ça, on arrive à au moins 100 milliards d'euros. Jérôme Liotier, vous êtes en ligne, puisque ce baromètre, vous le faites évidemment la main dans la main avec Laurent Capelletti. On parle bien des salariés du privé et du public, jusqu'on y voit clair. Alors, 100 milliards, c'est tout confondre. Voilà, non, mais qu'on se le dise, parce qu'il y a un vrai débat aussi dans un certain nombre de collectivités publiques, territoriales, régionales, départementales, métropoles, où on voit un taux d'absentéisme assez élevé. Qu'est-ce qui ressort de votre baromètre? L'étude est principalement faite sur les entreprises du privé. Alors j'imagine que les causes du privé peuvent grossir et les causes du public, mais nous on est vraiment resté sur le privé. Ce qu'on voit surtout, c'est que en fait, l'absentéisme il est multifactoriel. Donc effectivement, il y a de la maladie, il y a de l'usure, il y a du dialogue social qui peut ne pas se faire, il y a une souffrance au travail qui peut être une des causes de l'absentéisme. La maladie étant forcément la partie, on va dire, incompressible. Ce qu'on voit surtout, c'est que en fait, l'absentéisme il est très mal mesuré. Tout le monde s'en plaint, tout le monde se dit de l'absentéisme. On en parle depuis longtemps. Je le subis, j'en souffre, mes salariés en souffrent. Et quand on rentre en disant, mais comment est-ce que vous le suivez? Comment est-ce que vous le mesurez? Quel plan d'action vous faites? Là, on a quasiment perdu la moitié des DRH. Je crois qu'il y a 57 ou 58% des entreprises qui ont un système d'évaluation du coût de l'absentéisme ou du suivi de l'absentéisme. Mais pour beaucoup, en fait, ils mesurent au mieux l'absentéisme et souvent ne suivent pas les plans d'action correctifs. Jérôme, on est bien d'accord tous ensemble sur ce plateau qu'un RH ou un manager ne peut pas aller voir Stéphane et lui dire « Stéphane, ça fait déjà 3 fois que tu es absent ce mois-ci, il faut que tu me donnes des explications. » Non, mais il n'a pas le droit de faire ça. Non, mais il peut lui dire « Stéphane, tu viens de revenir ce matin,
ça fait plusieurs fois. Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que je peux t'aider? Ça, c'est possible. Est-ce ça, que c'est- tu on veux a- qu'on en parle? Est-ce que tu veux qu'on en parle? Quand Stéphane il est malade aussi, on peut dire Stéphane, je te souhaite un bon rétablissement. Comment ça se passe? On Est-ce qu'on peut humanise. t'aider? On peut humaniser. Et puis des fois, quand on pense que Stéphane il n'est pas forcément malade, parce que ça peut arriver On aussi. tire au flanc, donc. Non, il n'est pas forcément malade. Il peut avoir d'autres causes. Il peut ne pas être malade, il peut souffrir de son travail dans certains cas. Et D'accord. puis des fois aussi, il n'y a pas de cause réelle. Et on peut utiliser la contre-visite médicale aussi dans certains cas. Donc là, la Sécu qui vient faire une contre-visite. Non, c'est l'employeur qui demande à un organisme d'organiser une contre-visite D'accord. pour s'assurer que le contrat moral entre Stéphane et son employeur Ouais. est respecté en disant effectivement, il est malade, ou bien non, tiens, finalement, il Tiens. n'est pas trop malade, il va mieux, il peut revenir. Ok, et on verra les sanctions possibles, parce qu'il y a un vrai sujet ensuite de savoir si la personne n'est pas malade. Il faut quand même savoir ce qu'elle y fait. Juste, Caroline, quelques éclairages quand même sur les cadres, les femmes. Oui. On voit ils sont particulièrement touchés par cet absentéisme. Les cadres connaissent la détérioration de l'absentéisme la plus importante, avec 9% en un an, avec vraiment une fréquence des arrêts de travail. Les femmes, l'écart se creuse entre leur taux d'absentéisme et celui des hommes, environ plus 50% cette année. Et les seniors, leur taux d'absentéisme repart à la hausse, plus 7%. C'est vraiment les trois populations un peu à risque. Ce qui vient tordre le cou à pas mal de choses que l'on dit et que j'ai pu dire moi-même en disant que les seniors étaient moins souvent malades que les autres. Ça progresse. J'ai lu un papier dans Le Monde, le recours à la grève collective diminue. En revanche, il y a un recours à l'absentéisme qui serait utilisé finalement comme une forme de contestation silencieuse, c'est-à-dire si tu m'embêtes, je vais pas faire grève, mais je vais m'arrêter. Est-ce que vous confirmez qu'il y a aussi ce levier-là, un levier de contestation sociale? Tout à fait, oui. Donc, dans les deux derniers ouvrages dans lesquels j'ai contribué, donc Travailler mieux et Renouveau du contrôle de gestion, on montre quoi dans Travailler mieux, en fait, que nous sommes les champions d'Europe de l'absentéisme au travail. Donc, y aurait-il une spécificité française à être plus malade, plus absent qu'autre part? Pas du tout. Et dans le Renouveau du contrôle de gestion, c'est l'ouvrage sur comment on mesure tout ça. Et on se rend compte de quoi? En fait, on se rend compte que depuis 20 ans, en fait, on a une dégradation de l'absentéisme au travail en France. Pourquoi? Si on parle quand on parle d'absentéisme, il faut toujours s'arrêter sur c'est quoi le niveau incompressible, c'est-à-dire c'est quoi l'absentéisme au travail considéré comme inévitable et normal. Bien sûr. En France, grosso modo, ça dépend aussi après des secteurs, on serait à 3%. Ok. En moyenne, on est à 5%. On va dire que dans le privé, un peu en dessous, dans le public, un peu au-dessus. Sur l'absentéisme, donc compressible, la cause racine, toutes les études convergent pour le dire, c'est les défauts de management. Les défauts de management. C'est tragique ce que vous dites. Non. Non, mais c'est effrayant même. Mais non, ça veut dire au contraire qu'on peut faire beaucoup mieux. Bien sûr. Si on manage. C'est vrai. Verre à moitié vide, verre à moitié plein. Si on comprend que l'absentéisme, à un moment donné, ça peut être une forme de contestation sociale, interrogeons-nous pourquoi. Est-ce que c'est les conditions de travail qui vont pas? Est-ce que c'est la rémunération qui n'est pas assez motivante? Est-ce que c'est ça? On s'en occupe et vous allez voir que l'absentéisme va baisser comme en Suède, comme au Danemark, comme aux Pays-Bas, où les gens travaillent d'ailleurs jusqu'à 70 ans. Donc, Caroline, ça veut dire qu'il y a quand même l'enjeu de l'environnement du travail, la manière dont le manager va m'accueillir ou m'accompagner a une incidence directe sur l'absentéisme. Tout à fait. Et d'ailleurs, AXA France le mentionnait dans son étude, les troubles psychologiques s'affirment encore comme la première cause des arrêts de longue durée. Il y a vraiment cet enjeu de prévenir les risques psychosociaux. Étude AXA qui est importante. Alors, restons, parce que les risques psychosociaux, c'est un vrai sujet qui est en train de monter très fortement, mais sur le sujet qu'évoque Laurent Capelletti, c'est-à-dire, globalement, c'est une défaillance du management. C'est-à-dire quelqu'un qui dit, on ne m'accompagne pas, je suis seul, je suis un peu paumé. Non, vous êtes d'accord avec cette idée-là? Donc, ça ne veut pas dire que les managers français sont mauvais. Ouais, c'est ça. Ça veut dire qu'au niveau des directions, on va dire, d'entreprises publiques comme privées, au niveau des petites entreprises, il y a une, comment dirais-je, il y a une non prise en compte, on va dire, une minoration. Et oui, ça entraîne des coûts cachés. Ben oui. On ne les voit pas tout de suite dans les comptes. La non-production, c'est invisible. Les surtemps, c'est invisible. Et donc, tout ça est noyé, donc on minore. Jérôme Liotier, concrètement, vous êtes dans l'accompagnement. Enfin, en tout cas, Hemming est dans l'accompagnement. Ça, vous en emparez de ce sujet en disant, vous en êtes où dans votre management? Comment se comportent les managers? C'est un sujet, ça. Il y a plusieurs types d'accompagnement. En fait, nous, Hemming, on accompagne nos clients sur d'autres aspects que cet aspect managérial. Ce qui n'empêche pas, moi j'ai fait du recrutement pendant 23 ans, donc je traitais la conséquence de l'absentéisme. Oui. En fait, le management, en fait, il peut être à l'écoute, il peut amener de la souplesse, mais même sur des causes médicales, on le voit aujourd'hui, que ce soit dans la libre vision de l'entreprise ou par le côté réglementaire,
on peut très bien être un peu malade et ne pas pouvoir aller au travail parce que contagieux, parce que trop fatigué, et pour autant pouvoir avoir un aménagement. Donc C'est vrai. le management, c'est de l'écoute de choc. On l'a vu là pendant le projet de loi de finances, là, il y avait l'idée de travailler en télétravail Voilà. en étant légèrement grippé, qui est une idée intéressante. Et ça, par contre, nous, effectivement, on fait beaucoup d'accompagnement aujourd'hui et de conseils, effectivement, y compris des députés, des sénateurs, sur l'approche réglementaire en disant ouvrez un peu les champs du télétravail. On peut avoir un accident du travail. Un peu de souplesse, quoi. Un peu de souplesse, parce qu'un Ouais. accident du travail, je tombe, je me casse le genou. Mais je peux encore taper Donc, sur le clavier. Est-ce qu'il vaut mieux que je sois en arrêt de travail et d'alourdir Ouais. la branche AT-MP, donc toutes les cotisations et Et qui va faire monter en plus. le budget de la sécurité sociale Ouais. qui sera voté aujourd'hui? Ou bien est-ce que finalement, avec mon employeur, on peut se mettre d'accord en disant finalement, je vais avoir un peu de soin, je peux travailler à la maison, Et je peux continuer à produire. donnez-moi un peu de souplesse parce que j'aurai quand même des choses à faire. Bah ouais. Et du coup, on va dans le bon sens. Donc, c'est là où je rejoins Laurent. Ça, c'est pas légal aujourd'hui, on est d'accord. Si, en fait, l'employeur, On peut le faire. c'est libre. On peut le faire. Bien sûr. Le télétravail médical. Médical, Il d'accord. faut que Le le médecin salarié peut- soit voilà. d'accord. C'est ça. Le to be Moi, j'ai le cas on y va. dans les interventions que je fais là, de personnes, effectivement, donc on se foule la cheville, etc. Ouais, on se casse le genou au ski. Et en fait, donc effectivement, plutôt que d'être en arrêt de travail avec les indemnités et la non-production, Bah ouais. coût caché, Je fais rien. en fait, si le salarié est d'accord, il travaille de chez lui en télétravail. Caroline, je ne voudrais pas qu'on se quitte parce que le temps file à une allure un peu dingue, parce que le sujet est profond. Vous évoquiez tout à l'heure les troubles psychiques, psychologiques. On voit quand même une augmentation de 7,5% sur les arrêts maladie longue durée. On voit une augmentation des courts arrêts, encore que il y a l'histoire des jours de carence qui a peut-être un peu limité, mais les longues durées, ça c'est des troubles psychologiques. Je pense à des salariés en dépression. Certains sont engagés dans des processus de burn-out. Ça c'est confirmé par les chiffres. Hein. Oui, et le cabinet Empreinte Humaine fait des baromètres un peu tous les ans, et le dernier évoque un état psychologique des salariés français assez préoccupant, parce que 47% des salariés interrogés sont en détresse psychologique, et parmi eux, 14% se déclarent en détresse psychologique élevée. C'est quand même un chiffre assez fort. Côté Laurent Capelletti, vous êtes Oui. chercheur. Voilà. Comment on explique cette espèce d'explosion Alors, des arrêts liés à ces troubles? On se compare. Donc, comment se fait-il qu'en Suède, aux Pays-Bas, voire même en Allemagne, il n'y ait pas cette explosion Oui. des troubles psychologiques? Est-ce que c'est leur environnement externe qui serait meilleur que nous? Moins nature du Non. présentéisme, non? Non. Ouais. Donc, présentéisme, c'est une conséquence de l'absentéisme, en fait. Mais on pourrait revenir dans notre Présentéisme, c'est émission. l'idée de faire des heures et des heures. C'est que c'est l'environnement interne, c'est ce qui se passe dans les organisations. Pour l'absentéisme, je parle bien compressible. Il y a effectivement un niveau d'absentéisme où le management d'accord. n'y peut rien. Mais non, mais mais il y a- le management mais- a une incidence là-dessus. Mais bien entendu, c'est-à-dire que de régulation, d'écoute, et de non pas savoir exactement, ne pas rentrer dans la confidentialité médicale, mais à un moment donné s'interroger pour savoir si les conditions de travail, l'organisation du travail, n'ont pas un impact délétère à cet égard. Mais il n'y a pas moyen de prévenir, vous qui faites de l'accompagnement, parce que là, on est sur les RPS, c'est-à-dire que l'entreprise, à la fin de l'année, elle compte les blessés, et elle dit, j'ai tant de personnes là qui sont parties en longue durée, en moyenne durée. C'est des conséquences. C'est parlé de mon collègue, mais on a la solution. Ah. On a la solution. Ok. Management de proximité. Dialogue personnalisé Bah oui. autour des conditions de travail de façon très régulière, en mesurant. En mesurant, mesurant. Donc bien sûr. en ayant En des mesurant KPI. pas pour punir, Non, non, pour voir en l'évolution. mesurant pour voir, et si effectivement on fait mieux, on progresse, et si on progresse pas, voir pour améliorer les choses. Mais Voilà. excusez-moi, parce que c'est intéressant, Jérôme, que je vous pose la question abruptement. L'entreprise est malade, parce qu'on parle des salariés. Est-ce que c'est l'entreprise qui rend malade? Non, l'entreprise ne rend pas malade. Ce qui rend malade, ça peut être des interactions. Et surtout, il ne faut pas penser que le suivi de la maladie ou de l'absence, on parle de management. Oui. Mais en fait, quel management? Le management de proximité du Stéphane Le et grand son boss, chef qui lui parle? bien sûr. Ou est-ce que c'est une affaire des RH? Eh bien, en fait, c'est l'affaire de tout le monde. Exactement. Si le manager de proximité écoute son collaborateur, sait aussi dire je le vois en difficulté, je ne sais pas pourquoi, j'ai pas la clé. Donc les signaux J'ai faibles. des RH Bah oui. qui viennent m'accompagner. Exactement. Et je sais que nous, en interne, parce qu'on est aussi employeur, c'est un travail de partenariat entre le management de proximité qui peut détecter des signaux faibles ou les RH qui peuvent être alertés, mais la réponse ne viendra pas que de l'un ou l'autre. Là où je rejoins Laurent, c'est il faut mesurer les éléments, avoir des plans d'action et savoir que c'est l'action du management au sens large, de proximité. Toute la chaîne et RH. de commandement. j'allais dire, hein. Exactement. Et Exactement. sachant que vous le Caroline. montrez bien dans votre baromètre, la fonction RH est un peu démunie, et près de la moitié des RH déclarent que leur premier besoin, c'est de comprendre les causes de l'absentéisme et d'avoir les bons indicateurs. Pour ensuite amener un plan d'action chez l'opérationnel qui, lui, va pouvoir être en relation avec le salarié. Voilà.
C'est un travail d'équipe. Hein. Juste un mot sur le public, parce que je ne voudrais pas qu'on les oublie. Ils sont là, ils représentent des millions de collaborateurs. Oui. J'avais fait pas mal d'émissions dans d'autres médias, mais l'idée, c'est qu'on entendait beaucoup des collaborateurs qui s'arrêtaient parce qu'il n'y avait plus de sens dans ce qu'ils faisaient. S'ils ne plus trop, ils rendaient le rapport le lundi, ils étaient tamponnés le mardi, ils redescendaient le jeudi, puis le vendredi, il y avait une décision qui était contraire à la réunion du lundi, et ces gens-là pétaient les plombs. Est-ce qu'il y a de ça? Il y a du manque de sens aussi dans le privé. Là, j'anime actuellement le stage rebelle en management. Il y a beaucoup d'entreprises privées. D'accord. Le manque de sens. Ça fait partie, il y a 6 grands domaines, en fait, dans le management de proximité à prendre en compte. Je ne vais pas tous les citer, mais il y a effectivement conditions de travail, organisation du travail, communication et sens, gestion du temps, très important, et puis tout ce qui est formation, carrière et rémunération, bien entendu. Dans le public, l'absentéisme est, en règle générale, un peu supérieur parce que la qualité managériale y est encore plus dégradée. Voilà. Parce qu'il n'y a pas de manager parfois. Il y en a, mais on est dans le vévérisme, voilà, donc l'ultra verticalité, silotage. On est encore plus dans le top-down bureaucratique. Voilà. Hein, donc ça, on en meurt, excusez-moi, sans être un peu. Il faut secouer, il faut arrêter de mettre la poussière sous le tapis. Il faut faire comme les managers et les décideurs publics des pays voisins ont fait à partir des années 2000, c'est-à-dire en fait par des politiques incitatives et ensuite un management, mettre en place D'ailleurs, en ce moment, il y a des gros progrès aussi au niveau espagnol et italien du Nord. C'est-à-dire qu'eux commencent à devenir meilleurs que nous sur ces aspects-là. Italien du Nord, il faut préciser, c'est là où il y a l'industrie, les grandes entreprises. Vous me dites que l'entreprise n'est pas malade, mais c'est plutôt les managers. Vous leur proposez quoi? Des formations, des accompagnements, un travail de coaching? Excusez-moi, concrètement, avant de nous quitter. Comme l'a dit Jérôme, en fait, c'est manager et direction et DRH. J'entends. C'est vraiment le bloc. J'entends, mais le manager isolé, il peut on lit dans les études, on en a fait pas mal d'émissions sur les managers, évidemment, c'est le cœur de notre métier, mais on voit quand même que c'est souvent une cause de démission. Un collaborateur qui dit, moi, il me parle mal, ça se passe mal, je m'en vais. Alors, parfois, on s'arrête, parfois, on démissionne. Alors, nous, on a un rôle. On n'intervient pas forcément sur cette partie de formation managériale. On intervient, nous, plus sur la partie opérationnelle de suivi. Donc, on aide des entreprises à mesurer, collecter, corriger. Vous leur donnez les outils. Parce qu'il y a tout un pan aussi de suivi de l'absentéisme, aussi sur le recours à la subrogation. Donc, il y a aussi des milliards et des milliards engagés par les entreprises qui avancent les aides de l'État et qu'il faut les aider. Donc, il faut aussi les aider à récupérer derrière les cotisations. Donc là, c'est peut-être plus notre rôle. Je comprends. Mais naturellement, en tant qu'employeur, on a cette culture-là de se dire, mais comment est-ce qu'on doit avancer? Donc, de la mesure, du dialogue. Le dialogue social est important. Et après, c'est du dialogue individuel. C'est quel rôle, moi, manager, je pense avoir vis-à-vis de mes collaborateurs. Mais tout à l'heure, on parlait forme d'éthique aussi, une forme de l'absentéisme des cadres. Moi, en tant que cadre, est-ce que je suis dans une équipe gérée de plus haut ou finalement est-ce que je suis déjà à part? Quand on entend parler de l'absentéisme des cadres aujourd'hui, c'est parce qu'effectivement, est-ce qu'ils sont aussi pris en compte? On est tous membres d'une équipe, quelque part, même y compris une équipe de direction. Donc c'est important, c'est que ce soit pas tabou. On peut demander à quelqu'un comment il va. On peut demander à quelqu'un, est-ce que je peux t'aider? On peut aussi dire à quelqu'un... Mais du bon sens, quoi. Du bon sens, y compris dans une part qui est minime, mais une part d'excès. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'excès dans l'absentéisme. Il y a une part de réaction, alors volontaire, involontaire. On l'évoquait, de révolte intérieure. Et donc il y a un peu de cadre à avoir. On parle de la limitation des arrêts maladie. Moi, quand j'accompagne des clients qui me disent qu'ils ont un arrêt maladie de 8 jours d'un médecin qui est à 800 km, qu'on m'explique pourquoi c'est un médecin qui est à 800 km qui fait l'arrêt maladie. C'est un peu du foutage de G. Laurent Capelletti. Si c'était du bon sens, naturellement, il n'y aurait pas d'absentéisme. Non, c'est une politique d'entreprise de travailler mieux, en fait, décliner ensuite dans les équipes. Ça doit devenir une politique et une stratégie d'entreprise. Avant de nous quitter, on ne l'a pas évoqué, vous parlez de 108 milliards de coûts directs et indirects, vous l'avez parfaitement expliqué. Qui paye là au final? Ce sont les contribuables, puisqu'on nous parle aujourd'hui d'un budget et de nos finances publiques qui explosent, ou c'est d'abord sur les épaules des entreprises? Alors d'abord sur les épaules des entreprises, ça leur fait de la productivité en moins, bien entendu. Mais ensuite c'est le contribuable. Et ensuite par agrégation, ça remonte en PIB, ça fait donc que sur l'absentéisme 100 milliards de PIB en moins, et 100 milliards de PIB en moins, ça fait 50 milliards de recettes fiscales en moins pour les budgets publics. Bon, on règle les retraites avec votre dossier de l'absentéisme? Exactement. On revient aux critères de Maastricht si on travaillait sur l'absentéisme. Je le dis sans aucun humour. C'est-à-dire qu'on peut régler une partie du problème, et notamment l'accompagnement des seniors, peut-être les faire partir plus doucement, parce qu'on parlait des métiers pénibles pour les seniors. C'est des salariés qui s'arrêtent parce qu'ils sont un peu épuisés aussi, il faut le reconnaître. Parfaitement. Débat absolument passionnant. On a ouvert une multitude de sujets. Merci à vous, merci. Jérôme Liotier d'être venu nous rendre visite, directeur risque professionnel chez Hemming. Merci à vous Laurent Capelletti avec vos ouvrages et vos champs
de recherche, parce que vous êtes chercheur, vous intervenez au CNAM. Et puis merci évidemment Caroline de Senneville, décideur RH, débat passionnant. Merci aux équipes qui nous ont aidés à préparer cette émission, Nicolas Juchat, évidemment, je salue Paul au son aujourd'hui et Loïc à la réalisation. Je vous dis à très 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 bientôt, portez-vous bien. Et puis j'ai envie de vous dire presque à l'année prochaine maintenant, parce que l'année 2026 approche à grands pas. Et je vous souhaite donc de très belles années autour de toute l'équipe de Bismart. Je vous dis à très bientôt, bye bye.